je vais continuer à lire mes fiches à propos du livre de Faucillon, Le Moyen-Âge roman, voilà, de Henri Faucillon. J'en étais resté à la fiche numéro 7 la dernière fois. On était sur des informations historiques, donc on va rester là sur des informations historiques encore. Du contexte historique. Ouvrez les guillemets. Les fils de Tancrède de Hauteville chassent les Grecs du sud de l'Italie, les Sarrasins de la Sicile, et y font souche de rois. Le développement historique de leur culture composite les montre séduits par les raffinements de Byzance et de l'islam, complaisant à la commémoration des investitures dans des tableaux de mosaïque comme au style impérial des portes de bronze qui ferment les mausolées et les églises. Mais le génie normand laissera son empreinte dans les basiliques de Pouille. L'Allemagne ottonienne, dans sa politique et dans son art de bâtir, reprend les thèmes de la grandeur carolingienne, à laquelle elle donne plus de puissance et de richesse sévère. Utilisation de l'art comme signe de la majesté de l'Empire. Diffusion de l'architecture française, mêlée à quelques survivances italiennes et à des apports de l'Allemagne méridionale. Architecture lombarde. Deux petits points, entre parenthèses, mais en fait concernant un territoire plus vaste que la Lombardie. La Lombardie, ça équivaut à peu près à la région d'Italie. Et alors, architecture lombarde ou premier art roman. Il y a deux appellations, c'est soit architecture lombarde ou premier art roman. Tout cela entre guillemets. Deux petits points. Reconnaissable à l'emploi systématique des arcatures aveugles et des bandes plates, dites bandes lombardes, décor sobre et constant. On ouvre la parenthèse pour définir arcature. Arcature, deux petits points, série de petites arcades décoratives, réelles ou simulées. Simulées, entre parenthèses, aveugles, c'est-à-dire que c'est des petites arcades, mais il n'y a pas de trou dans le mur, c'est aveugle, c'est-à-dire qu'il y a un mur. Il y a une fausse arcade qui est comme collée sur un mur ou qui est saillante du mur, mais ce n'est pas des vraies arcades. C'est pour ça qu'on dit aveugle. Autre définition, des bandes lombardes. Donc les bandes lombardes, c'est un composé de pilastres de faible CI répétés à intervalles réguliers sur les murs des façades et reliés à leur sommet par une frise d'arcature en plein cintre. Et le plein cintre, c'est un arc semi-circulaire sans brisure. Et les pilastres, c'est des colonnes plates qui sont collées au mur. Donc, le premier art roman est surtout caractérisé par un décor extérieur. Donc ça, je l'ai souligné, je vais le répéter. Le premier art roman est surtout caractérisé par un décor extérieur, qui est d'ailleurs le décor extérieur qu'on vient de décrire. Et la plupart des solutions constructives lui viennent de l'architecture carolingienne. Ce premier art roman se prolonge pendant tout le XIIe siècle et au-delà. J'ai mis entre parenthèses une remarque personnelle, l'appellation premier est problématique, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. C'est plutôt l'art roman de certaines régions que l'art roman d'une certaine époque.
En lui conservant sa dénomination, retenons qu'elle a surtout une valeur géographique. Fermez les guillemets. Italie du Nord, Italie centrale, Catalogne, Bas-Languedoc, province, pays du Rhin, Europe centrale, Catalogne, deux petits points, pays où fleurissait déjà un art à l'époque visigothique. Exemple, le baptistère de Taraza. Ouvrez les guillemets. Le contact avec l'islam ne fut pas sans agir sur l'esprit des formes. Donc ça, je l'ai souligné. Je l'ai souligné sûrement pour souligner l'influence de l'islam sur les formes romanes, mais aussi parce que j'aime bien ce concept de l'esprit des formes. Comme si les formes, elles avaient leur propre esprit, j'aime bien cette idée. Il y a un livre d'ailleurs de Eliphore qu'il faudra que je lise un jour qui s'appelle L'esprit des formes, je crois. Ouvrez les guillemets, le contact avec l'islam ne fut pas sans agir sur l'esprit des formes. L'art mozarabe, qui est originellement l'art des chrétiens en terre musulmane, est le plus ancien de ces vigoureux hybrides qui se développent dans la péninsule ibérique. Donc on voit ici que les formes des architectures musulmanes ont influencé d'abord des chrétiens en terre musulmane, puis sont passés en Occident. L'art mozarabe précède le premier art roman en Catalogne. Donc s'il y a un art qui précède le premier art roman, c'est peut-être pour ça que c'est problématique de l'appeler premier art roman. Et donc c'est peut-être mieux de l'appeler art lombard. Emploi d'arcs outrepassés dans les baies. Entre parenthèses, on va définir arc outrepassé. Donc on appelle ça arc outrepassé ou arc en fer à cheval, de petits points, qui dessine un arc de cercle plus grand que le demi-cercle, caractéristique de l'architecture visigothique, hispano-mauresque et pré-romane. Oui, c'est-à-dire que vous voyez un arc plein cintre, ça fait un demi-cercle en haut, et là c'est comme si le demi-cercle se prolongeait pour fermer un peu le cercle et pour revenir ensuite sur les piliers. Voilà, je mettrai une image peut-être. Fermez la parenthèse pour la définition. Cordoue, colonne surmontée de chapiteaux d'un style sec et léger, traité dans la pierre comme dans le bois. Ouvrez les guillemets. À Saint-Génigne de Dijon, l'année c'est 1007, à Saint-Génigne de Dijon, à peu près à l'époque où s'achevait le narthex de Tournis, le vaisseau primitif à 5 nefs a fait place aux 3 nefs gothiques du XIIIe siècle. Bon, lire ce livre de Faucillon, c'est bien de le lire avec son téléphone portable à côté pour pouvoir aller chercher les définitions tout de suite. Donc quelquefois je les ai écrits, là je fais que lire mes notes, donc je ne vais pas aller chercher la définition là, mais quelquefois je les ai écrits dans mes notes. Mais je pense que j'ai dû écrire la définition de narthex un peu plus loin, mais peut-être pas immédiatement ici. Mur à moellon. Entre parenthèses, moellon, on va définir moellon de petits points, pierre à bâtir, en général de calcaire, plus ou moins tendre, taillé partiellement ou totalement, avec des dimensions ou une masse qui le rendent maniable pour un homme seul.
Le premier art roman adopte aussi certaines données anciennes ou récentes de l'architecture carolingienne. Et j'ai écrit entre parenthèses exemple, page 62, pour se reporter à une page où il en parlait déjà. Précocité des voûtes sur nef en Catalogne. Ouvrez les guillemets, sans doute à l'exemple de types orientaux. C'est à la même source lointaine que remonte un procédé de construction des arcades et des voûtes qui, au lieu de voussoirs rayonnants, emploient des éléments posés à plat selon la courbe du cintre et se touchant par leurs tranches étroites, procédé dont l'origine est mésopotamienne et qui se retrouve en Transcaucasie dans des églises ainsi voûtées de dalles de pierre. Entre parenthèses, Djvari. Djvari, ça s'écrit D-J-V-A-R-I. Fermez la parenthèse. Les berceaux transversaux jetés sur la nef de Tournus à la fin du XIe siècle évoquent les anciennes voûtes persanes. Bon là, on va donner une définition. Voûte en berceau, 2 petits points, est une voûte qui présente la face de son arc ou intrados faite d'une courbure constante. C'est-à-dire l'arc n'est pas cassé. Elle est également définie comme une voûte dont la surface est un cylindre continu. Son origine est l'arc en plein cintre, ouvrez les guillemets, flanqué de bas-côtés, voûté en berceaux transversaux. À l'étage, c'est un berceau longitudinal épaulé par les demi-berceaux des collatéraux. Fermez les guillemets. Donc j'avais mis la définition avant la citation pour pouvoir lire la citation. Quelquefois, je mets la définition après. Entre parenthèses, à propos des berceaux transversaux, jetés sur la nef de Tournus à la fin du XIe siècle, qui semble récapituler tous les procédés de voûtement alors connus. Donc ça c'est intéressant. Apparemment à Tournus, il y a une nef qui semble récapituler tous les procédés de voûtement alors connus. Ouvrez les guillemets. De même, à Saint-Bénigne de Dijon, l'architecture avait combiné le berceau annulaire, la voûte d'arête intercalée dans le berceau, le quart de cercle et la coupole. Fermez les guillemets. Et là, j'ai écrit très gros, donc c'est important pour moi. Technique qui adopte de plus en plus la pierre pour toutes les parties de l'édifice. Oui, parce qu'on sait qu'à l'ère carolingienne, tout n'était pas en pierre puisque le plafond était en bois. Aspect essentiel, donc ça c'est un aspect essentiel du Moyen-Âge, le fait de faire des édifices entièrement en pierre. Ouvrez les guillemets, tandis que l'Est et le Nord sont longs à renoncer à la couverture en charpente. Fermez les guillemets. Remarque personnelle entre parenthèses, charpente plus légère égale mur moins épais. Fermez la parenthèse. Sévère distribution des masses, volume franchement accusé, impression d'imposante grandeur. Remarque personnelle entre parenthèses, due aux voûtes en berceau plus lourdes. Fermez la parenthèse. Et j'aime bien l'expression impression d'imposante grandeur.
parce que j'aime bien cette expression, parce que ça décrit la forme, ça décrit le propos plastique de la forme. Rapport entre architecture et paysage. Rapport entre architecture et paysage, 2 petits points, ouvrez les guillemets. Dans des sites de rocailles et de cailloux, il acquiert, par contraste, plus de rectitude encore. Une des plus antiques abbayes des montagnes, Sainte-Cécile de Montserrat, semble n'être là que pour imposer une forte pensée humaine à un paysage convulsif. Et ça, c'est un passage intéressant puisque, du coup, là, il s'attarde sur les formes, il nomme un contraste et il lui donne une intention. Donc, il donne des intentions aux formes. Et c'est pour ça que c'est un historien de l'art intéressant. Dans la solitude, moins farouche d'une petite vallée pyrénéenne à la descente du Puy-Moran, le chevet du monastère d'Oliba, Ripoll, développe avec une puissance triste les 7 demi-cylindres de ses chapelles absidales alignées comme les tours d'un silo contre le grand mur du transept. Fermez les guillemets. C'est sympa cette histoire de ce nom de le fait de qualifier quelque chose de puissance triste. Ouvrez les guillemets. Système doué de poids et de densité, assis fortement sur la terre et s'inscrivant fortement dans l'espace. Tout y affirme le nombre, le rôle et le rapport des parties dans un ensemble à la fois homogène et complexe. Fermez les guillemets. Comme si homogène et complexe se contredisaient. Il y a un tour de virtuose ou un truc intéressant à souligner, comme s'il y avait ici quelqu'un qui arrivait, une pensée qui arrivait à combiner des contraires. Ça peut être à la fois homogène et complexe. On peut imaginer que quand c'est complexe, c'est pas forcément homogène. Mur épais, avec peu de percées, ouvrez les guillemets, leur surface nue accepte le plus sobre décor, les bandes verticales de faible CI, entre lesquelles courent, au niveau des corniches, les minces galeries d'arcatures aveugles. Fermez les guillemets. Puissance et unité. Entre guillemets, premier art roman égale art méditerranéen d'origine orientale. Dans les autres zones géographiques, l'art carolingien subsistait avec vigueur. Îles britanniques, Pays-Bas, méridionaux, nord, nord-est de la France, la Meuse, le Rhin, toutes ces régions restent fidèles aux techniques de l'Empire carolingien. Le principe de la couverture en charpente, les vastes programmes des plans abbatiaux, la structure des piles solides et carrées, les arcades à angles vifs entaillant les murs des nefs avec une sobriété romaine. Sur les îles britanniques, 2 petits points, ouvrez les guillemets, le panotage très complexe qui décore la célèbre tour d'Earls Barton a été rapproché du système du pan de bois. En Germanie, 2 petits points, ouvrez les guillemets, c'est en Germanie que se déploie la tradition architecturale de l'Empire avec la résurrection, en 962, d'un système politique
confiée à des mains énergiques. C'est là que la construction, sur des programmes parfois considérables, apparaît le mieux comme le signe de l'autorité et de la grandeur. Fermez les guillemets. L'architecture ottonienne n'a pas ignoré le revêtement des arcatures et des bandes du premier art roman. Mais elle maintient des partis pris monumentaux carolingiens permis par la légèreté relative des couvertures en charpente. Puissance murale fortement façonnée et fortement assise qui semble conserver quelque chose de la grande édilité romaine. Ouvrez la parenthèse pour la définition de édile, liée au mot de la grande édilité romaine. Donc, des édiles, ce sont des magistrats de la Rome antique liés à l'administration urbaine. Et je vais ouvrir la parenthèse à nouveau pour des définitions. Une modérature, deux petits points. C'est un traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. Ça, c'est un super mot, ça. Un traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. Exprimer la plastique d'un édifice. Hein, ça c'est une définition qui donne quasiment une définition de l'architecture même, quoi. On se promène, on voit des bâtiments. Sur ces bâtiments, il y a des trucs qui dépassent. Il y a des décorations, il y a des lignes. Et ces lignes-là, elles sont là pour exprimer les formes de l'architecture, c'est-à-dire les souligner, les mettre en avant et faire en sorte qu'on les voit mieux. Entre parenthèses, la modérature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu, entre parenthèses moulure, ou répétitif, modillon, bossage, caisson. Donc, je pense que j'ai mis cette définition de modérature sans mettre la phrase d'où ça venait dans le livre, parce que la définition me plaisait toute seule et que j'avais pas besoin de mettre le... Quelquefois, je mets que la définition pour me rappeler des mots. Et là, il y a la définition du mot plastique, que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais là, c'est la définition Larousse. Hein. Petit 1 se dit de toute substance pouvant être mise en œuvre par modelage ou par moulage. L'argile est plastique, hein, parce qu'elle est malléable. Petit 2, qui concerne les caractères purement formels d'une œuvre, jeu des lignes, des formes et des couleurs. Voilà, on revient au Moyen-Âge roman. L'abbaye de Limbourg dans le Hard, dans le Hart. Bon, ça s'écrit H-A-R-D-T. Je vais essayer de la redire. L'abbaye de Limbourg dans le Hart, qui date de 1024. Majesté massive. Ouvrez les guillemets. La ruine et la solitude accroissent encore la grandeur impériale de Limbourg. Ouvrez les guillemets encore. La décoration architectonique et la modérature utilisent avec une fermeté puissante les données de l'époque et de la région. Base attique, chapiteau cubique, chanfrein. Bon, ben voilà où le mot modérature apparaît. Et donc je vais le relire, comme ça on va... Puis il y a des trucs que j'ai mal lus, donc je vais la relire. La décoration architectonique et la modérature utilisent avec une fermeté puissante les données de l'époque et de la région. Base attique, chapiteau cubique, chanfrein. Nord-est de la France, terre capétienne, pays pénétré d'esprit carolingien.
généralement réfractaire au système des arcatures et des bandes. Exemple, nef de Saint-Rémy à Reims, 1005-1034, église de Montier-en-Daux. Voilà, j'ai mal écrit, donc je ne sais pas si... Le dernier, là, en dos, je ne sais pas si c'est exactement ça. C'est une église qui date de 998. Église de Montier-en-Daux ou en Der. Un prieuré de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Vignorie, qui date de 1050-1052. Selon les dates de l'époque où Faucillon a écrit le livre, hein, peut-être la datation a changé depuis. Architecture qui reste distincte du premier art roman et de ses arcatures, mais qui n'est pas une survivance passive de formules carolingiennes. Ouvrez les guillemets. C'est encore un trait carolingien que la plantation des tours de part et d'autre du chevet, à Saint-Germain-des-Prés, qui date de 1005, et à la cathédrale d'Auxerre, qui date de 1030, et à Morienval, ou Morienval, qui date de 1050. J'aime bien l'idée de planter des tours de part et d'autre, comme si c'était des plantes. 11e siècle. La monotonie, du moins extérieure, de l'architecture lombarde, va être remplacée par un type d'église sans tribune, aux nefs de hauteur presque égale, appelée à évoluer vers le parti pris de la grande salle décorée de colonnades. Un 11e siècle Poix-de-Vin, de petits points, Saint-Savin-sur-Gartempe, et vestiges de ce 11e siècle Poix-de-Vin dans les églises de Poitiers. Auvergne, deux petits points. Elle n'est atteinte ni par l'expansion des formes méditerranéennes, ni par celle de l'art ottonien. Art original qui naît entre 950 et 1050. Et entre parenthèses, j'indique qu'on est à la page 75 du livre. Bourgogne, deux petits points. Lieu de fusion et d'échange, car elle est un seuil géographique entre le Midi et le Nord-Est. Ouvrez les guillemets. Privilégiée par la puissance de la tradition et par l'autorité des apports méditerranéens, invente-t-elle dès ce moment des formes nouvelles pour l'Occident, prélude au grand art roman bourguignon qui s'épanouira plus tard. Ouvrez les guillemets. Il nous reste assez d'édifices pour apprécier la constance et l'ingéniosité avec lesquelles les constructeurs bourguignons du XIe siècle ont cherché à résoudre le problème du voûtement associé à l'éclairage direct des nefs, en substituant divers systèmes aux charpentes primitives de leurs églises ou en les concevant voûtées dès le début. Fermez les guillemets. Ouvrez de nouveaux guillemets. Mais Saint-Étienne de Nevers avait déjà donné la solution la plus hardie et la plus durable en perçant des fenêtres hautes sous une voûte en berceau. Une voûte en berceau contrebutée par les quarts de cercle des tribunes. Avec son ordonnance à 3 étages, ces colonnes engagées qui, d'un élan, montent recevoir la retombée des doubleaux, avec sa pureté nue, la sobriété de ses arêtes vives, cette admirable église donne l'exemple et la mesure des belles proportions romanes. Entre parenthèses, définition du doubleau. Doubleau, deux petits points, arc en CI
qui double l'intérieur d'une voûte. Fermez la parenthèse. Art normand, abbaye de Jumièges, 1037-1067. Église de Caen. L'époque classique de l'art normand est celle de ses commencements même. Ouvrez les guillemets. Couverture en charpente, parfois peut-être en voûte d'arête, et avec précocité sur branches d'ogive, autorisant dans tous les cas l'éclairage direct et la percée des hauts de mur, caractéristique de l'art normand. Ouvrez les guillemets. L'ordonnance de Saint-Étienne et de Cerisy-la-Forêt, caractérisée par l'égalité de hauteur des arcades et des tribunes, est celle de tout un groupe anglo-normand du XIe siècle. Les anciennes églises romanes de Winchester, commencées en 1079, Lincoln, 1073-1092, Canterbury, 1074-1089. Ouvrez les guillemets. Si les différences entre Jumièges et Saint-Étienne de Caen, comme celles qui existent entre cette dernière église et la Trinité, peuvent être interprétées comme les signes d'une évolution, il faut convenir qu'elle est extrêmement rapide. Fermez les guillemets, et ça c'est une citation que j'ai notée de la page 84. Ouvrez les guillemets. L'art normand, avec ses variantes, est homogène sur le continent comme en Angleterre. J'ouvre une parenthèse pour définir ogive, même si tout le monde sait ce que c'est, hein, mais je définis ogive parce qu'il y a eu branche d'ogive. Hein, donc une ogive, c'est un arc diagonal sous une voûte gothique qui en marque l'arête. Sauf que là, on a vu que du coup, il y a des ogives dans certains édifices romans. Hein, où c'est formé. Donc là, on ferme la parenthèse de la définition et on va poser une question. Où s'est formé l'art normand? Deux petits points. Ouvrez les guillemets. Le chœur de Bernay et de la Trinité évoque le plan bénédictin de Cluny II. La charpente, les tribunes, l'alternance des piles, la plantation et le volume des tours à la croisée du transept, de part et d'autre du chevet, enfin, dans les effets, une puissance sèche, une grandeur monotone, rappelle l'art de la zone septentrionale et les partis pris carolingiens. Oui, Faucillon n'écrit pas les partis pris, il écrit les partis. Mais il utilise très souvent ce mot parti pour indiquer des partis pris, donc je rajoute parti pris. Voilà. Et là j'ai souligné la puissance sèche et la grandeur monotone parce que j'aime bien ces formules. Entre parenthèses, on a la définition des piles dont je vous avais parlé plus tôt. Donc là on va avoir la vraie définition. Donc pile, deux petits points. Une pile est un massif de maçonnerie soutenant un pilier de dimension importante, supportant les arcades d'un bâtiment ou d'une église. Pile égale support vertical massif. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. On s'est plus jadis à retrouver dans l'audace de ses constructeurs l'héritage naturel de la charpenterie scandinave. Deux petits points. Nulle part on a mieux compris le sens, le poids et la fonction de la pierre. Quels qu'aient été les modèles et les sources,
les rapports des parties ont changé. Et ce rapport nouveau, ce nouvel ordre des mesures, des masses et des effets s'impose désormais à toute une partie de l'Occident. Fermez les guillemets. Donc là, il y a une petite notation sur la géographie de ce qu'est l'art normand. L'art normand, ça inclut l'Angleterre, l'Île-de-France et la Normandie. Donc c'est pas que la Normandie qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pour l'art normand pendant la période romane. L'art normand en tant qu'art roman. Le type dit interrégional ou international. Deux petits points. On est à la page 85. Ouvrez les guillemets. La veille du départ pour la première croisade, lorsque l'Occident, longtemps ébranlé par les invasions, se met en marche pour envahir à son tour, au nom du Christ, et cède, autant qu'aux impulsions de la foi, à ce principe de mouvement qui explique tant d'aspects de sa vie historique, on peut dire que sa culture est organiquement constituée. Mais ce serait une erreur de perspective que de vouloir saisir le XIe siècle uniquement dans les grandeurs de sa fin. Dès ses débuts, et pendant tout son cours, des édifices considérables et des édifices originaux attestent sa force d'impulsion, son esprit de nouveauté, l'ampleur de ses entreprises. Fermez les guillemets. Fin du chapitre. Et là, on va passer à un chapitre, ou en tout cas un numéro, un grand 3, la plastique, qui est donc une notion très 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 importante du coup dans les arts plastiques. La sculpture monumentale. 3 zones géographiques au XIe siècle en Occident. Les régions proprement romanes, sur un nouvel afflux de formes d'outre-mer, venues surtout des communautés chrétiennes d'Orient, travaillent à mettre d'accord la besogne de l'imagier et celle du maçon. Zone septentrionale. On met entre parenthèses la définition de septentrionale. C'est une région septentrionale est une région située au nord d'une autre région. Les Romains appelaient la constellation de la Grande Ourse Septentrion. Entre parenthèses, entre guillemets, les 7 bœufs de Labour. Septentrion, ça veut dire les 7 bœufs de Labour. 2 petits points. La sculpture y reste extérieure à la matière de l'architecture. Ouvrez les guillemets. On dirait que l'Allemagne ottonienne tient avant tout à respecter la puissance des masses murales. Elle compose des trésors qui ajoutent à la beauté des édifices, mais qui ne s'y incorporent pas. Au moment où la sculpture méridionale, sans doute par une adaptation calculée à l'architecture, s'attachait dans la plus grande partie de la France à un modelé mesuré, encore tributaire du graphique et du méplat, les fondeurs et les ivoiriers germaniques pratiquaient un art abondant en beau volume d'un modelé gras. J'aime bien l'idée de modelé gras. Ouvrez les guillemets, sorte de perspective du modelé dans les portes de Saint-Bernard. Différence suggestives entre les reliefs des mottes qui entourent le départ des troncs d'arbres et celui des herbages, et aussi entre divers volumes des figures.
dont les têtes se détachent du fond et sont traitées franchement en ronds de bosse. Une ronde bosse, c'est une sculpture où on peut tourner autour, hein. C'est le contraire d'un bas-relief. Ouvrez les guillemets. Le même caractère n'est pas moins manifeste dans la fameuse colonne, diminutif de la Trajane, décorée d'une spirale de composition très nourrie. Elle présente toute une échelle de valeurs qui va presque de la médaille au haut-relief. Au XIe siècle, en terre romane, plusieurs arts se juxtaposent et entrent parfois en contact. Ce ne sont pas absolument des variantes locales, ni les étapes chronologiques d'une même série. Ce sont plutôt deux formes d'esprit. Ouvrez les guillemets. Il ne faut pas oublier le principe carolingien du plaquage ou de l'applique, qui, hérité d'une tradition plus ancienne, est longtemps en vigueur dans des églises mosaïquées, peintes et stuquées, n'a pas disparu d'un seul coup. Ce principe carolingien continue d'exercer son influence sur l'art tout jeune des imagiers, au moment où se fait sentir le goût de figurer l'homme dans la pierre et de l'associer à la décoration monumentale. Ouvrez les guillemets, et là j'ai écrit en très gros, donc c'est très important pour moi. Ouvrez les guillemets, la première sculpture romane porte les traces manifestes de la copie, non des manuscrits seulement, mais des objets d'ivoire, de métaux de bois, de terre estampée, de stuc et aussi des étoffes. Je le relis. Les premières sculptures romanes portent les traces manifestes de la copie, non des manuscrits seulement, donc aussi des manuscrits, mais non des manuscrits seulement, mais aussi des objets d'ivoire. Il y a eu une exposition qui s'appelle Trésors carolingiens au musée de Cluny, où on voit tout un tas de couvertures de livres en ivoire. Donc ça a inspiré la sculpture romane, mais aussi des objets de métal, mais aussi des objets de bois, mais aussi des terres estampées, de stuc et aussi des étoffes. Voilà. Il y a aussi un truc qu'on pourrait relever qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il semble que dans la période carolingienne qui précède la période romane, il y a un plaquage, c'est-à-dire que les murs sont libres de décoration et les décorations sont ajoutées et plaquées, alors que dans la période romane, la sculpture fait partie du corps de l'architecture, du corps des murs, du corps des colonnes, etc. Un aspect de la sculpture au XIe siècle en résumé. Premier aspect de la sculpture au XIe siècle en résumé. Deux petits points. Un art d'applique, c'est-à-dire étranger à la structure. Un art inspiré de ses modèles, c'est-à-dire le plus souvent transposé dans la pierre, mais non conçu pour elle. Nous avons donné à cette sculpture le nom d'art des frises. C'est sur des frises qu'elle présente ses caractères typiques. Ouvrez les guillemets. Les cadres uniformément rectangulaires peuvent être indifféremment suspendus comme des tableaux d'applique ou incrustés comme des pièces rapportées en un point quelconque de l'architecture sans que leur style s'accorde avec leur destination, leur emplacement
leur fonction. Hein, c'est ce que je disais. Dans l'art roman, va y avoir une importance d'accorder la sculpture, d'accorder le volume, d'accorder les ornements avec leur destination, de les accorder avec leur emplacement, de les accorder avec leur fonction, ce qui n'est pas le cas avec la sculpture de la période précédente, de la période carolingienne. Ces reliefs sont interchangeables, ils peuvent être déplacés. Et donc ça c'est écrit page 101. Donc là j'ouvre une parenthèse, remarque personnelle. Là aussi, on est proche de la modernité, dis-je, tableau accrochable n'importe où. Oui, puisque la modernité a cherché à enlever les ornements et dans la modernité pour montrer la structure. Et donc les ornements sont des tableaux qu'on accroche après coup. Donc ce que j'appelle la modernité, c'est le début du XXe siècle, hein, grosso modo. Fermez la parenthèse. En contradiction avec, donc ceci rentre en contradiction avec la règle fondamentale de la sculpture romane qui est conçue pour un emplacement et définie pour un cadre. Autre caractéristique de l'art des frises et des reliefs d'applique. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Un sens narratif et même une certaine aptitude au mouvement dramatique dans les scènes de la vie de Sainte Eusis. Sur la frise absidale de Celles-sur-Cher. Variété iconographique, deux petits points. Des thèmes orientaux voisinent avec le schéma de composition biblique et avec des épisodes fabliaux. Deux petits points. La sirène, thème inépuisable des futures combinaisons romanes. Par le repli de sa queue, la sirène tend à se conformer au cadre où elle est inscrite. Écrit en gros, donc important, les personnages sous arcade. Deux petits points. Série de figures dont l'origine est ancienne et qui se retrouveront à diverses époques de l'art du Moyen-Âge. Héritage de la sculpture hellénistique et notamment des sarcophages dits de Sidamara. Ouvrez les guillemets. Peut-être n'était-ce que la réduction et la répétition du type monumental de la statue, placée dans une niche, entre deux pilastres ou deux colonnes, sous une arcade ou sous un fronton, chaque figure s'isole, même dans son attitude ou ses gestes dénotent qu'elle prend part à une action d'ensemble. Ce type qui oppose un beau style continu de l'art funéraire impérial à ces mêlées tumultueuses et pléthoriques d'hommes et d'animaux. Donc ça change de fiche, donc je me suis interrompu alors que c'était une phrase continue, donc je vais la redire. Ce type, si opposé au beau style continu de l'art funéraire impérial, à ces mêlées tumultueuses et pléthoriques d'hommes et d'animaux, fut adopté pour toute une famille de sarcophages chrétiens, et c'est là sans doute que les sculpteurs du XIe siècle en prirent leur modèle, séduits par un procédé de composition commode pour des surfaces longues. Par exemple, les devants d'autel et les linteaux. Donc ça, c'est page 101. Et ça, je pense que j'avais écrit en gros parce que je trouvais ça intéressant qu'on oppose l'art funéraire impérial, hellénistique, où il y a un emmêlement et un encastrement de tous les personnages dans une mêlée tumultueuse, que l'on oppose la mêlée tumultueuse à des colonnes qui séparent les personnages.
et qui donc les isole, et qui donc va devoir au bout d'un moment faire en sorte qu'ils nous regardent de manière frontale. Et la frontalité, ça stabilise, c'est-à-dire que ça les rend stables, ça les rend immobiles. Ça leur donne une immuabilité, ça donne le sentiment qu'ils sont immuables et qu'on est dans un monde de l'immuabilité. Et par la suite, ils vont finir dans leur corps à s'adapter à la forme de l'arcade. Ils sont chacun dans un petit creux de chaque arcade, et leur corps va finir par prendre la forme. Leur tête va s'arrondir selon la forme de l'arc qui est en haut. Leur corps sur les côtés va avoir la forme des colonnes. Et il n'y aura pas d'écart entre leur corps et l'architecture. Une adaptation de la figure à la structure. Et ça me semblait intéressant de noter tout ça. Parce que là, il y avait vraiment le passage d'une pensée plastique à une autre. On retrouve ce principe, ouvrez les guillemets, utilisé sur certains chapiteaux de la belle époque romane. Mais il était plutôt le dépositaire d'un académisme figé qu'un principe de vie plastique. En emprisonnant la figure dans d'étroites limites, il la vouait à une solitude stérile. Il lui interdisait cette puissance dramatique qui obtient le mouvement par la continuité de la composition et par la relation étroite des parties. Ça, je le relis, c'est ce que je viens de dire, mais avec d'autres mots. On retrouve ce principe utilisé sur certains chapiteaux de la belle époque romane. Mais il était plutôt le dépositaire d'un académisme figé qu'un principe de vie plastique. En emprisonnant la figure dans d'étroites limites, il la vouait à une solitude stérile. Il lui interdisait cette puissance dramatique qui obtient le mouvement par la continuité de la composition et par la relation étroite des parties. Oui, donc là, il dit que quand il y a continuité dans la composition, c'est-à-dire quand les figures ne sont pas séparées les unes des autres, on obtient une puissance dramatique, un mouvement. Bon, selon lui, s'il y a mouvement, il y a puissance dramatique. En tout cas, s'il y a mouvement, ça peut raconter une histoire. Si vous avez des personnages séparés dans une solitude et dans une immobilité, c'est plus compliqué de raconter une histoire. Mais du coup, quand il n'y a pas de séparation, les figures peuvent être en mouvement et donc ça peut raconter une histoire. Donc s'il y a une histoire, il peut y avoir un drame et donc peut y avoir une puissance dramatique. C'est intéressant aussi qu'il oppose l'académisme figé à la vie plastique, même si ça peut être banal de dire ça pour plein de monde. L'académisme, c'est le fait de répéter des formes desquelles on a hérité sans les questionner, sans les avoir vécues, alors que la vie plastique, c'est créer des nouvelles formes. Voilà. Et forcément, ça s'oppose. Adaptation de la vie sculpturale au cadre architectural, de la frise à l'écoinçon. 2 petits points. Ouvrez les guillemets. La solution antique de la frise, suspendue à la muraille, apposée contre elle. La décroissance harmonique des personnages dans les frontons conviennent à un art défini par l'horizontalité des plates-bandes. Du jour où les cintres apparaissent, ils tendent à exercer une action particulière. Ils déterminent des écoinçons à l'intérieur des cadres rectangulaires. La figure cherche à conformer son attitude
à un milieu nouveau. Ouvrez la parenthèse, on va mettre la définition de cintre, cintre de petits points, construction provisoire en charpente destinée à soutenir les voussoirs d'un arc plein cintre. Hein, si on appelle un arc plein cintre, c'est-à-dire un arc de cercle, un arc qui ressemble à un arc de cercle, un demi-cercle, si on les appelle comme ça, c'est que pour les fabriquer, il faut fabriquer une espèce de charpente en bois en forme de demi-cercle sur lesquels on va poser les briques et qu'on va enlever après. C'est ça le cintre, et c'est pour ça qu'on appelle un arc plein cintre, parce qu'on utilise un cintre pour le fabriquer. Autre définition, écoinçon. Eh bien, les coinçons de petits points, c'est l'espace compris entre un arc et sa délimitation rectangulaire ou entre deux arcs. Bon, il faut imaginer un demi-cercle, et ce demi-cercle s'inscrit dans un rectangle, et donc du coup, il y a de la place entre le demi-cercle et le rectangle. Et du coup, ce qu'il nous raconte, c'est que cette nouvelle place, eh bien, les figures vont chercher à s'y conformer, à conformer leur attitude à ce milieu nouveau. Voilà. Et là, j'ai écrit figure 67, page 102. Deux petits points. Donc là, je mettrai à l'écran l'image. C'est une figure qui s'adapte aux colonnes et arcs plein cintre. Ouvrez les guillemets. Mais le respect méditerranéen antique des proportions, le culte de l'homme, mesure universelle qui survit dans l'art romain, limite étroitement toute recherche des sculpteurs en ce sens. Ça, c'est intéressant. Hein. Là encore, il y a deux pensées plastiques qui s'opposent. Il nous dit que la Méditerranée, enfin la Grèce antique, en fait, la Grèce antique, et l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine, respectent, ont le culte de l'homme comme mesure universelle. Bon, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que quand ils font des dessins, quand ils font des peintures ou quand ils font des sculptures, les Grecs antiques et les Romains antiques, bah, ils respectent les proportions. Et on ne peut pas à la fois adapter une figure à un écoinçon, on ne peut pas à la fois adapter une figure à des petites parties d'une architecture, adapter des figures à la fonction d'une architecture et respecter les proportions. On fait soit l'un, soit l'autre. Et donc, il y a deux pensées plastiques qui s'opposent. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. C'est bien c'est un projet plastique de respecter les proportions parce qu'on considère qu'on a le culte de l'homme, et c'est un projet plastique d'infléchir, de tordre une figure pour la faire rentrer dans une structure plus grande. Du coup, on peut imaginer là que l'art roman n'a pas le culte de l'homme, mais plutôt le culte de la structure qui l'ensert. Ou alors, on peut considérer que c'est une autre variante d'un autre culte de l'homme différent. Longtemps, ce génie antique avait répugné à utiliser la forme humaine ou animale pour la décoration des chapiteaux. Rompant ainsi avec la tradition orientale qui avait donné le chapiteau perse à taureau adossé, le chapiteau antique se limitant à des moulures, des volutes et à la flore. Voilà pourquoi la Grèce antique fait des chapiteaux
avec des moulures, avec des volutes ou avec des flores, et ben c'est parce qu'elle rechigne à ne pas respecter les proportions pour pouvoir y mettre autre chose. Et la Grèce antique, là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il nous dit, c'est que la Grèce antique elle-même a rompu avec des traditions pour pouvoir faire ça, pour pouvoir rendre un culte à l'homme, c'est-à-dire pour pouvoir rendre un culte à des proportions vraisemblables de l'homme, eh bien, elle a rompu avec les traditions du chapiteau perse, nous dit Henri Faucillon. Le génie antique sentait, ouvrez les guillemets, donc le génie antique, ouvrez les guillemets, sentait l'extrême difficulté et même l'impossibilité d'associer harmonieusement et sans la déformer la figure humaine à un tronc de cône renversé. Oui, parce qu'un chapiteau, c'est un tronc de cône inversé. C'est un cône renversé, un chapiteau. Et si on y associe la figure humaine, eh bien, il va falloir combiner l'obligation de respecter le cône renversé, puisque c'est la forme qu'il faut pour soutenir l'édifice. Et il va falloir combiner cette contrainte-là du cône renversé et la contrainte des proportions. Et cette combinaison-là, elle est impossible. Ces figures humaines apparaissent sur chapiteau à la fin de la période impériale. Deux petits points, masque, buste, demi-figure, figure complète sur fond de feuillage gras et coloré, ouvrez les guillemets, qui accentue sa maigreur, son aspect mince de figurine. Ouvrez les guillemets, l'art du haut Moyen-Âge, au contraire, indifférent à la règle canonique des proportions et à la vraisemblance des images, avait multiplié les chiffres abstraits et commencé à y plier les diverses figures de la vie. Fermez les guillemets. Hein. L'art roman enferme la figure dans un chiffre. C'est pas ce qu'il dit, mais je trouve que c'est une bonne idée de le dire comme ça. Enfermé dans un chiffre abstrait. Et ça rejoint certaines représentations, où on a l'impression qu'il y a des figures qui sont comme moulées dans des formes géométriques. Voilà. J'ai dépassé 1 heure. La fiche suivante sera la fiche 17. Elle commence par art carolingien respecte les proportions, pas l'art roman. 2 petits points. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que j'ai beaucoup de choses à lire là? Oui, j'ai trop de choses à lire. Donc je continuerai ça la prochaine fois. Donc on continuera sur un propos qui sera à peu près le même que celui qu'on a laissé. Voilà, donc je vais vous dire bonne fin de journée. Je vais vous dire de bonne lecture. Hein, lisez bien des livres d'histoire de l'art. Hein, et allez régulièrement dans des musées pour affiner votre perception sensible. Au revoir.